Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Chers amis internautes, bien le bonjour. Le Tour du Monde de cette semaine reçoit pour vous le deuxième vice-président du plus grand regroupement politique du Bénin. Il s'agit bien entendu de l'Union progressiste, un parti qui a connu il y a quelques jours de cela des bouleversements avec le remplacement de son premier président connu, Amoussou Bruno, par Joseph Diogbenou, qui venait juste de démissionner de la Cour constitutionnelle. Des changements jugés brusques par certains et diversement appréciés. Qu'en est-il réellement? Nous aurons des réponses avec notre invité qui nous parlera de sa lecture de la gestion du pays par le président Talon du Parlement actuel qui, selon des observateurs, ne jouerait pas convenablement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale en tout cas. Et si le temps nous le permet, on parlera des élections législatives de janvier 2023 qui pointent à l'horizon et d'autres sujets non moins importants, notamment la célébration de nos 62 ans d'indépendance, de la crise économique. Bref, il y a tellement de choses à savoir avec notre honorable, notre invité de cette émission. Et le Tour du Monde, c'est une coproduction de 3R Média et de Guérit TV Monde. Et donc, je co-anime cette émission avec mon confrère Shamsdine Badarou. Shams, bonjour. Bonjour, Rofka Tandébi. Honorable Gérard Benonchi, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est avec bonheur. Alors, Rofka Tandébi, merci. Honorable Benonchi, bonjour. Bonjour, Shamsdine. Shamsdine. Voilà. Merci. Je suis arrivé. Vous êtes membre fondateur de l'Union progressiste. Vous êtes désormais le vice-président. Dites-nous ce qui s'est réellement passé au sein de ce parti politique. Merci beaucoup. Oui, je m'attendais à cette question. Je pense que ce qui s'est passé à la tête de l'Union progressiste le 16 juillet passé, c'est à la fois normal et inédit. Normal en ce sens que toute formation politique fonctionne conformément aux tests qu'elle s'est donné. Nos statuts prévoient ce qui s'est passé là, l'alternance à la tête du parti, le renouvellement continu de la classe dirigeante, des acteurs à tous les niveaux de responsabilité du parti sont appelés un jour ou l'autre à partir, à passer la main. Donc c'est pour cela qu'il faut regarder cela comme étant normal ce qui est arrivé. Alors c'est inédit, oui, inédit en ce sens que voir que c'est la bibliothèque politique du pays, le président Bruno Amoussou, il faut le décrire comme ça, le baobab, même si ce n'est pas confondu avec le logo, le symbole du parti, il est un baobab sur l'échiquier politique national, oui. Personne ne peut le démentir. Alors si c'est lui qui vient à passer la main, non pas seulement passer la main et puis prendre un autre poste de responsabilité, mais s'éclipser, donner la main à une nouvelle génération plus jeune, vraiment, c'est inédit. C'est inédit, effectivement. Ça n'arrive pas souvent dans notre pays, mais quand ces événements arrivent, il faut bien qu'on les célèbre, hein, qu'on regarde le côté positif et qu'on le célèbre pour dire, c'est des exemples, hein,
que nous devons donc conseiller à tout homme politique, à tous les acteurs politiques au Bénin. Mais c'est des exemples, vous le dites, mais beaucoup pensent, hein, l'honorable, que le président Bruno Amoussou est parti très en colère, frustré, fâché. Vous qui êtes proche de lui, vous pensez quoi? Dites-nous réellement. Bon, voilà, c'est ce que les gens ont voulu faire croire. Une certaine presse pour assouvir des intérêts qu'elle-même connaît. Mais voilà celui qu'on dit qu'il est parti très fâché de la tête du parti. Et pour partir, c'est lui-même qui a présidé en personne la réunion extraordinaire du bureau politique qui a accouché de son départ. C'est comme ça on est fâché. C'est lui-même qui a présidé, c'est pas quelqu'un d'autre qui a présidé ça. Peut-être une manière pour voir les choses. Non, pas du tout. S'il était fâché, ça aurait été perceptible. Il a conduit de main de maître cette réunion extraordinaire du bureau politique et a dit point par point ce qui devait être fait à partir du bureau politique qui a été élargi, réaménagé, rétoffé pour permettre que certains acteurs clés de notre parti puissent l'intégrer. Puis après cela, il est passé à la direction exécutive nationale qui a été aussi réaménagée, rétoffée pour plus de dynamisme avant d'en arriver au présidium, puis d'annoncer que suite à des consultations, voici le trio qui va désormais présider à la tête du parti. Et c'est lui-même qui a annoncé les noms. Et je vous souffle ceci, que quand il a fini, des gens ont voulu poser des questions. Puis il a dit, voilà, quelqu'un a dit, mais nous ne refusons pas, tout ce qui est fait c'est bien, mais pourquoi nos grands leaders, nos patriarches comme le président Bruno Amoussou, Idjikola Olé, Zizi Lokwe et Nago ne figurent plus dans le nouveau bureau politique? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, ben, Amoussou, Idji, Zizi Lokwe, Nago ne figurent plus dans le nouveau bureau politique parce qu'ils n'ont plus souhaité figurer dans le nouveau bureau politique. S'il y a des gens parmi vous qui souhaitent nous emboîter le pas, alors qu'ils envoient leur nom, on va les enlever. Et puis les gens rient, c'est pour faire rire, mais c'est pour dire qu'il n'était pas du tout fâché. Moi, je suis proche de lui, comme vous l'avez dit. Ça fait longtemps qu'il manifestait le désir de partir, qu'il est fatigué du fait, du poids de l'âge, qu'il a besoin de se reposer. Vous savez que l'objectif poursuivi par le président Amoussou, toujours, c'est d'arriver à faire accoucher d'un parti politique à ancrage national, qui ne soit plus un parti de région, un parti d'une communauté, un parti d'amis. Et vous savez, son histoire le retrace. Hein, partout, c'est de l'UBF, ADN, tout ça là. Voilà l'objectif qu'il a poursuivi. Et quand la réforme du système partisan a été actée, que nous sommes allés vers les grands regroupements et celui autour de lui a accouché de l'union progressiste où il a dit « Mes objectifs sont atteints. Je peux aller me reposer tranquille. » Il aura souhaité passer la main à quelqu'un d'autre à ce niveau-là. Mais tous ont dit non, il n'y a que lui qui incarne l'unité et qui reste d'abord jusqu'à ce que nous allions au prochain congrès qui était prévu pour un an pour permettre d'élire un nouveau bureau à qui passerait la main. On est parti, puis les préparatifs pour aller au congrès ont commencé quand il lui a été dit mais les législatives de 2019 sont proches. Si tu t'en vas à cette période, il y aura de décadence dans le parti. Il faut rester au moins pour qu'on aille aux législatives de 2019. Il a dit ok. Pour l'intérêt supérieur du parti, il est resté, a conduit le parti vers les élections législatives. Vous savez que nous étions sortis premier parti, le plus grand parti politique de par le nombre de députés, 47 sur 83. Puis, après cela, il a lancé encore le processus d'installation des cellules de base du parti afin de pouvoir convoquer le congrès. Parce que le congrès, nos tests disent que le congrès
les participants au congrès, c'est les fédérations et les présidents sections. Donc, il faut installer ces structures et aller vers ces organes avant de pouvoir convoquer le congrès. On était dans ce processus quand on s'est aperçu que les élections de 2020, les communales de 2020 étaient proches. Et on lui a dit encore, on arrête, il faut qu'on aille à ces élections législatives communales d'abord. Il a accepté. On est allé au communal et on a confirmé notre leadership. Le parti s'est confirmé comme étant le plus grand de par le nombre de conseillers communaux élus, de par le nombre de mairies pour lesquelles on a pris l'exécutif, la gouvernance. Puis, une fois encore, le processus a été lancé. Et on s'est retrouvé nez à nez avec 2021, les présidentielles. Il lui a été dit, mais tu ne vas pas faire les législatives, les communales, et abandonner lâcher à ce moment précis. Ah non. Il a encore accepté. Puis on s'est dit, cette opération doit être faite à un moment où on n'est pas proche d'une élection. Donc, après 2021, on a une autre élection qu'en 2023. On a 2 ans pour faire les choses. Et après les présidentielles de 2021, disons que nous avions pris du temps, encore avant de lancer les opérations, parce que plusieurs activités politiques, plusieurs bouleversements politiques ont mené sur là, avec tout ce que vous connaissez, Covid, tout ça là. Et quand on est sorti de ces péripéties, et qu'on a relancé encore le processus d'installation des structures, on était proche de la fin quand la Cour constitutionnelle a sorti sa décision qui fixait les élections au 8 janvier. Donc c'était à moins de 8 mois. Et il lui a été dit encore stop. Et cette fois-ci, il a dit non. Ça va. Ça va. Donc voilà le processus. Comment ça s'est passé? Ça veut dire qu'il a toujours souhaité passer la main. Mais maintenant, il a dit, ça va. Je suis fatigué. Voilà, il lui a été demandé de trouver, d'enclasser le processus qui permet son remplacement. Et c'est lui-même qui a conduit le processus de qui remplacement. A accouché de son remplacement. Donc on arrête de dire qu'il a été forcé, il lui a été forcé la main, qu'il est parti fâché. Non, pas du tout. Ça n'a rien à y voir. Par rapport à cela, il n'est pas du tout fâché, qu'il a souhaité partir et il faut qu'on lui permette de jouir d'un repos mérité. Mais je vous souffle qu'il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin. Quand vous avez besoin de son expertise, il est au couvent du parti. Gère en douce. D'accord, Honorable Benonchi, Diogbenou, président du parti après sa démission, n'est-ce pas un camouflet pour vous qui étiez donc là, ce qui animait, j'allais dire, le parti, êtes-vous incapable de gérer ce parti politique? Vous savez que l'Union progressiste regorge de tant de talent que ce n'est pas, on ne dirait pas du tout un camouflet pour ceux qui étaient là, et que le remplacement du président Amoussou, la succession du président Amoussou ne soit pas vue seulement à travers l'occupation du fauteuil présidentiel. Et vous voulez qu'on voit quoi d'autre? A formé tant de militants, a inspiré tant d'acteurs politiques, de militants du parti que à tous les niveaux de responsabilité, les gens vont succéder au président Amoussou parce qu'ils ont acquis de lui. Mais pourquoi vous voyez seulement la présidence? Non, les militants, c'est pas tout le monde qui va s'asseoir sur, on dit, un fauteuil présidentiel. Tous, il y a beaucoup qui méritent, mais on mettra un seul dessus. Et puis, il faut savoir que c'est souvent une gestion collégiale. Donc, il ne faut pas voir la personne du président Diogbenou. Il ne faut pas le regarder. Il faut voir la collégialité. Le parti, n'importe qui pouvait être là, mais le parti a décidé que ce soit lui. Mais il faut savoir que c'est de façon collégiale que le parti est géré. Au niveau donc du bureau politique, d'abord, les décisions se prennent. Après, large consultation et discussion. Et l'ADN, c'est comme ça. Donc le présidium n'est qu'un organe pour conduire les débats. Donc ne voyez pas la succession du président à travers une personne. Donc beaucoup de militants succéderont au président Moussou et lui succèdent à tout leur niveau de responsabilité. D'accord. Deuxième vice-président, vous êtes du plus grand parti politique du pays. Quels sont les enjeux de ce poste-là et les responsabilités qui sont désormais les vôtres? Et merci.
il faut dire qu'en tant que deuxième vice-président du parti, je suis chargé donc des questions de formation. Oui. Ça, c'est une attribution particulière. Mais il faut savoir aussi que, en tant que personne, je n'ai pas d'enjeu personnel que les enjeux du parti. Que les enjeux du parti, c'est-à-dire tout ce que les statuts du parti prescrivent, tout ce qui est donc l'idéal, les objectifs poursuivis par le parti, c'est ça mes objectifs et nos objectifs. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est de façon collégiale qu'on gère. Il n'y a pas d'agenda personnel pour qui que ce soit, fût-il du présidium. Il n'y a pas d'agenda personnel. Nous travaillons donc à ce que les objectifs du parti soient traités. Et au nom des objectifs, je peux vous dire de façon immédiate, à court terme, c'est d'aller vers les élections législatives de 2023, pouvait conduire, mobiliser tous les militants UP, pas seulement les sympathisants, à recruter massivement du personnel politique pour l'UP, des militants pour l'UP, aller aux élections législatives et gagner largement ces élections, et nous confirmer encore comme étant le plus grand parti politique du Bénin, prendre la gouvernance de l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'objectif immédiat. Et tout l'UP est mobilisé pour cela, et dans quelques jours, vous allez voir, l'UP sera sur le terrain en permanence jusqu'aux élections. Parce que l'objectif d'un parti politique, l'essence même d'un parti politique, c'est l'animation de la vie politique. Et l'UP s'est reposé un peu. Nous pensons qu'il est temps maintenant que nous investissions le terrain de par plusieurs activités de toute nature pour être présent auprès des militants, auprès des populations, à la base. Et c'est désormais le corps à corps et le cœur à cœur, comme même à le dire le président Diop-Bouinou, corps à corps, cœur à cœur, nous serons avec les militants jusqu'aux prochaines élections. Et après cela, après les législatives de 2023, alors nous enclencherons le processus qui conduit à l'installation des cellules de base du parti pour aller au Congrès et élire les nouveaux organes qui seront des organes pérennes. Jusque-là, nous avons des organes transitoires. Des organes où ceux qui sont dans ces organes ils sont par cooptation. Désormais, avec la démarche structurelle du parti, nous irons vers des élections pour élire les organes tels que les textes le prévoient, pour donc doter le parti d'organes structurels pérennes. Honorable Boulanger, vous êtes à l'Assemblée nationale et vous êtes de la Commission des finances au Parlement. Donc, quelle est votre appréciation de la gestion du Parlement? Merci, je ne suis pas de la Commission des finances, j'en suis le président. Donc, je suis le président de la Commission des finances et des échanges. En ce qui concerne la gouvernance de l'Assemblée nationale sous le président Louis Gbérounou-Vlavonou, je vous dis que la 8e législature la gouvernance a été placée sous le signe des réformes pour être en ligne avec les réformes que fait donc l'exécutif, parce que le Bénin est en chantier des réformes. L'Assemblée nationale n'a pas échappé à cette logique et sur le plan des réformes, je peux dire que oui, les objectifs sont atteints, sinon à 80-90%, qui a accès de réforme à l'Assemblée nationale pour permettre que l'Assemblée nationale ne soit plus une république dans une république, que l'Assemblée nationale puisse fonctionner selon les règles de la gestion des finances publiques au plan national, et qu'on a doté l'Assemblée nationale d'organes et de cellules de la chaîne de passation des marchés, du contrôle des marchés publics, de la gouvernance, de l'audit interne. Donc, doter l'Assemblée nationale de la personne responsable des marchés publics, toute chose qui n'existait pas avant. Il faut dire que, désormais, l'Assemblée nationale fonctionne conformément aux règles de gestion des finances publiques. Et puis, il faut ajouter cela. Vous êtes homme de la presse, vous devez en être content. La création de la télévision hémicycle, qui est donc qui est une innovation pour permettre que le peuple suive ses mandants et ses mandataires que nous sommes, pour savoir ce que nous faisons là-bas. Pour la plupart d'entre eux, c'est seulement le jour des plénières où
on dit qui sont ceux qui sont d'accord pour telle loi, lève la main. C'est ça, ils voient. Mais tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, désormais, ils sont pas informés. Désormais, grâce à la télévision hémicycle, toutes les activités sont relayées et le peuple est au même diapason que ses mandataires. D'accord. Le rôle premier de l'Assemblée nationale, d'un Parlement, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Oui. Mais les gens, en fait, le peuple, ou je dirais les observateurs, pensent que vous n'êtes pas très actif concernant votre rôle premier qui est de contrôler. Parce qu'on a eu beaucoup d'autres parlements qui sont passés. C'est la 8e législature, vous êtes en train de le dire. On a remarqué pour les années précédentes un parlement avec bouillant et puis ça chauffe à des heures induites et tout ça. Mais c'est un parlement silencieux, tout calme qu'on voit cette fois-ci. Oui, vous avez entièrement raison de le dire. Et ceux qui le pensent ne le pensent pas à tort. Parce qu'il y a une rupture avec le passé. Et ça surprend, on se dit, mais pourquoi? Mais il faut dire, il faut restituer ce qui se passe dans son contexte. Oui. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte où vous avez l'Assemblée nationale contrôlée par 2 partis politiques, 2 groupes parlementaires qui sont de la mouvance présidentielle. Alors, si vous êtes de la mouvance présidentielle, les choses, ça ne veut pas dire que vous ne critiquez pas. Mais lorsque vous avez la possibilité de discuter des sujets en aparté avec les ministres, quand ils viennent sur le dossier en commission, que vous leur posez des questions, et qu'on vous donne les réponses qu'il faut, et au nom de quoi vous viendrez encore en plénière commencer à crier. Vous êtes comme de la gouvernance du pays, et vous êtes avec les ministres qui sont de l'exécutif que vous accompagnez. Vous avez la possibilité de les voir. Si vous avez une préoccupation, il leur dit, mais telle chose, comment est-ce que ça se passe? Et on vous donne les explications. Mais pourquoi encore viendrez-vous en plénière commencer à crier? Pourquoi soumettrez-vous encore, déposerez encore une question orale alors que vous avez posé la question, vous êtes informé? Mais est-ce que ce n'est pas une façon de trop leur faciliter la tâche aussi? Non, ce n'est pas faciliter la tâche parce que... À la limite. Non. Je dis, en partie, c'était ça. Mais depuis quelque temps, vous allez constater que ça a changé, puisqu'on a dit, ce faisant, le peuple ne serait pas informé. Qu'on a posé telle question à tel ministre et qu'il a répondu de telle ou telle manière. Même si vous êtes de la mouvance, c'est que vous avez les informations, posez quand même la question, déposez la question. Et qu'on invite le gouvernement et que le débat se fasse. C'est quand le débat se fait que le peuple est informé. Et depuis quelque temps, depuis plus d'un an, vous allez voir que systématiquement, les jeudis sont consacrés aux séances de questions au gouvernement, questions orales avec débat, questions orales, questions écrites. Ça n'a pas raté. Et puis vous êtes de la presse, vous devez savoir ça, que régulièrement maintenant l'Assemblée tient des séances plénières consacrées aux questions orales au gouvernement, et le gouvernement régulièrement vient à l'Assemblée nationale pour exposer ses réponses aux députés, et le débat se fait, et à travers cela, la presse en fait l'écho, et puis les citoyens sont informés. Donc, il faut dire que même si on a eu raison de critiquer la 8e législature sur ce point, mais les choses semblent se normaliser vers la fin de la mandature. On va parler à présent des élections législatives c'est pour probablement janvier 2023. Jusque-là, l'horizon est flou. Votre lecture de l'actualité de ce côté-là? Ah oui, quand vous dites l'horizon est flou, moi je ne comprends pas. C'est quel horizon est flou? Bon, il y a beaucoup, qui pensent qu'il y a de l'incertitude. Par rapport à au positionnement et par rapport à quoi? Incertitude par rapport à quoi? Il n'y a rien au positionnement, c'est chaque parti qui positionne ses militants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre légal existe, balisé. Toutes les lois qui permettent à un pays d'aller aux élections existent. Nous avons le code électoral, nous avons la charte des partis politiques qui est votée, nous avons la loi sur le financement des partis politiques, la loi sur le statut de l'opposition, tout est voté, la révision de la Constitution pour ancrer dans la Constitution tout ce qui doit l'être. Je dis, le cadre légal est posé pour que nous allions à des élections.
Et nous l'avions expérimenté, même s'il y a eu des couacs. Le cadre légal existe. Ce qui doit sécuriser, apaiser les gens, c'est le cadre légal. Donc, il n'y a pas de défaillance par rapport à cela. Tout le cadre légal existe. Maintenant, que chaque parti politique qui aspire à aller aux élections, moi je le souhaite que tous les partis politiques qui sont légalement constitués aujourd'hui, ça doit être au plus une quinzaine, je souhaite que tous ces partis politiques participent à l'élection législative de 2023. Pourquoi pas? Pour que on ait des députés au sens pluriel à l'Assemblée nationale. Moi, je le souhaite vivement pour eux. Quoique je sache que certains ne pourront pas remplir les critères des 10%, je suis sûr, parce que l'objectif, je n'en citerai pas, l'objectif de la réforme du système partisan, c'est d'aller vers les grands regroupements. Et c'est pour cela que le dispositif de 10% de suffrage au plan national a été inséré dans le corps du code électoral pour forcer les gens au regroupement. Ceux qui résistent à cet esprit et qui restent de petits micro-partis vont faire l'essai, vont tenter leur chance, mais n'auront pas les 10%, ils seront obligés soit de fusionner entre eux, soit de migrer vers de grands partis qui existent déjà. C'est l'objectif. Il n'y a pas à avoir honte pour ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons tamiser le terrain politique pour que nous n'ayons plus des partis d'amis, de familles, de régions. Et tant qu'on n'aura pas intériorisé cela, pour savoir que c'est l'objectif, on va se fourvoyer en conjecture. Et seriez-vous candidat vous-même aux prochaines élections législatives? Moi, je suis un militant convaincu, engagé, disponible. Le militant doit être disponible. Je remplis tous les critères pour continuer mon expérience parlementaire. Aucun test ne m'empêche. Mais c'est le parti qui décide de qui il met sur la liste dans telle circonscription pour pouvoir gagner. Si au moment venu, le parti, au vu donc des ressources disponibles, pense que c'est moi qui ferai l'affaire, le parti me mettra. Mais si ce n'était pas moi, ça n'enlève rien à mon engagement de militant. Donc, c'est avec ardeur et ferveur que je battrai campagne au nom de mon parti pour que ceux qui seraient sur la liste soient élus pour mon parti, parce que pour moi, le parti est au-dessus de tout. Donc ça ne va pas vous frustrer qu'on vous écarte ou non? Non, pas du tout. Moi, je dis, le parti est au-dessus de moi, mes intérêts personnels. Si le parti vit, moi je vis. Nous allons parler à présent de la gouvernance talent de façon globale. Quelle est votre appréciation? Je serais tenté de vous poser la question en tant que... C'est nous qui posons les questions. C'est bizarre qu'à chaque fois on doit me répéter que c'est nous qui posons des questions. Bon, si moi, on me dit la gouvernance talent, de 2016 à aujourd'hui, je parlerai d'abord en tant que simple citoyen. Pour dire en tant que simple citoyen béninois, je suis en train de voir, malgré que les débuts ont été difficiles et que personne n'y croyait, et qu'on avait peur, beaucoup peur, de ce que ce pouvoir-là allait faire de nous. Mais je suis en train de voir que les fruits ont commencé à donner la promesse des fleurs et que de plus en plus, le pays est en transformation, en chantier du nord au sud. Des infrastructures hors normes, partout, de façon équilibrée dans le pays. Je prends tous les départements. Je pense que tout est en cours partout. Les grandes villes, Cotonou, Porto Novo, Natitengo, Parakou, Abomey, Boycon. Mais le pays est en chantier. Et quand vous voyez Cotonou, avec l'asphaltage, mais le pays, la physionomie de Cotonou est transformée. On vous projette Cotonou à l'écran, vous allez dire, mais est-ce que c'est Cotonou? Je pense que ceux qui ne sont pas revenus au Bénin pendant, ça fait longtemps, le jour où ils vont revenir, mais ils vont se perdre. J'ai suivi un élément la fois passée sur les réseaux sociaux où l'influenceur général Makosso de la Côte d'Ivoire est venu au Bénin, mais il a crié pour dire, mais Bénin, c'est quoi ça? Ça fait 1 an que je suis venu, mais il dit, mais je me perds. Il ne se retrouvait pas. Je ne me retrouve plus, c'est quoi? Il dit,
j'invite les gens du monde à venir visiter le Bénin. Ça veut dire que nous-mêmes qui sommes dedans, nous ne savons pas, mais ceux qui sont amateurs du beau, ceux qui aiment ce qui est beau et qui sont sincères, réalistes, reconnaissent que quelque chose se fait. On sent qu'une main est en train de toucher le Bénin de façon positive, de transformer le Bénin, non pas dans le domaine des infrastructures, mais des réformes dans tout le pays, sur tous les plans. La lutte contre la corruption, je pense que c'est désormais acté qu'avec la criette qui sanctionne, où on a peur maintenant de toucher à l'argent public, les réformes dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, dans tous les domaines, le domaine agricole, avec les performances qu'on engrange dans tous les domaines, le côté du vivrier, le coton, avec la zone industrielle de Glo, où 32 usines sont en train de s'installer pour transformer systématiquement tout le coton du Bénin, toute l'anacarde produit au Bénin, les agrumes produits au Bénin. Je pense que c'est des milliers d'emplois. Quand je parcours la ville, j'ai vu hier le chantier de Sofitel, où j'ai vu les ouvriers sortis. J'ai dit, mais on dirait un marché. On m'a dit, c'est des ouvriers. Pourtant, il y a des milliers de personnes qui sont au chômage. On parle du taux élevé de chômage, des gens qui sont difficilement aptes ou qui arrivent difficilement à joindre les bouts, qui du social, la galère, puis il n'y a pas de l'argent. Tout le monde se plaint. Difficilement, on arrive à manger 3 repas dans la journée, honorable Benonchi. Quand on vous écoute, à croire que tout va bien, non, mais s'il y a ce côté-là, pas que tout va bien. Mais on sait que quelque chose bouge. Et n'allez pas me dire que tous ces jeunes qui ont trouvé de l'emploi sur tous les chantiers qui sont en cours, là, ne sont pas contents. Dans mon quartier, moi, j'en connais qui étaient menuisiers, qui étaient maçons, qui étaient ferrailleurs, mais que je ne vois plus du tout, qui ne sont plus dans le quartier. Je le dis, quand ils reviennent, ils disent, c'est quoi? Ils disent qu'ils sont en train de travailler, ils sont occupés. Et c'est encore comme ça partout, mais on ne peut pas absorber tout le monde. Mais un grand nombre est consommé. Tout cela, quand ils gagnent leur argent, c'est leur famille. On ne dit pas que tout est rose, mais quelque chose se fait. Si on peut continuer comme ça, je pense que progressivement, on va impacter un fort pourcentage. On va consommer un peu du stock de chômeurs que nous avons. Nous allons en consommer un peu si nous maintenons le cap, comme nous on le dit, à l'Union progressiste. Donc, quand je reviens maintenant en tant qu'acteur politique. Donc tout ça, c'était en tant que simple citoyen. Alors là, j'imagine en tant qu'acteur politique, donc, ce qui va sortir. Or, acteur politique, je me dis, mais combien je suis fier d'avoir participé un tant soit peu à cela, à voter en tant que député toutes les lois qui nous ont permis de poser les balises pour les réformes. Donc je suis fier. Et fier au nom de mon parti qui a accepté d'accompagner ce processus de transformation du Bénin. Parce que l'Union progressiste, c'est ça, nous sommes un parti de masse, un parti porté vers la satisfaction des besoins vitaux des populations, vers le social. On ne doit laisser personne sur le quai. Et tout ce qui touche à cela, qui permet qu'on sorte des gens donc de la précarité, je pense que mon parti doit capitaliser tout cela. Et nous en sommes fiers. Je suis fier en tant qu'acteur politique. Et nous allons parler à présent de la célébration des 62 ans d'indépendance du Bénin. On a vu les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo aux côtés du chef de l'État Patrice Talon. Ça vous dit quoi? Bon, ce que ça me dit, c'est que c'est beau. C'est beau parce que c'est cela qu'on doit souhaiter dans un pays. Nous sommes des frères, après tout. Et quel que soit les sujets qui auraient pu nous diviser, toujours nous devons mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Et c'est pour cela que je déplore quelques années passées où ces anciens présidents, quoique étant présents sur le territoire, étaient absents. Mais je pense que maintenant, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. J'ai vu le président Boni Yayi être reçu par le président Talon. La paix s'installe entre eux, le dialogue s'est réinstauré. Le président Soglo, le dialogue s'est réinstauré. Je l'ai vu embrasser son jeune frère. Donc je pense que c'est formidable cela. Et un peuple doit tout faire pour préserver cela. Quelle que soit
les sujets qui pourraient nous diviser. On ne doit jamais rompre le dialogue. Et quand la République nous appelle, on ne doit jamais être absent. Le 1er août, c'est une fête nationale. Et tous les républicains, en principe, je ne dis pas, donne pas le nom d'un parti politique, donc doivent être présidents. Tous ceux en qui la fibre de patriotisme, la fibre républicaine est en train de résonner, doivent répondre présent. Et c'est pour ça que je dis bravo à tous ces grands hommes qui ont occupé de hautes fonctions politiques au Bénin, qui aujourd'hui incarnent aussi quelque part la République et qui montrent le chemin à tous les autres pour dire c'est comme ça qu'on doit se comporter. Je pense que cela participe de la pacification du pays. Quand ceux qui sont dans les coins reculés, qui étaient donc braqués, voient cela, disent mais si les grands sont ensemble, mais pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas rallier? Pourquoi ne pas rallier? D'accord. Oui. Talon 3e mandat, il y a beaucoup déjà qui commencent par dire ce slogan-là, compte tenu, selon leur raisonnement, bien entendu, du développement engagé, amorcé, tout ce que vous venez de dire là. Il y en a qui pensent que s'ils s'arrêtaient selon ce que la Constitution prévoit, en 2026, ça va créer une certaine rupture dans les actions, qui est le prochain, qui pourra maintenir l'ordre, le cap. Et puis ça jazz, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et vous, honorable Benochi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci beaucoup. Vous savez que je suis un législateur et que, au plan légal, je dois raisonner ainsi pour dire que notre constitution, la constitution en vigueur du Bénin, dit clairement dans un article que je ne peux pas citer avec précision, mais je peux paraphraser l'article qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut être de sa vie, nul ne peut briguer de sa vie plus de 2 mandats présidentiels. De sa vie. Il ne peut de sa vie briguer plus de 2 mandats présidentiels. Donc, Talon partira en 2026. Donc, si vous vous en tenez à cela, le chef de l'État a fait un mandat, il avait promis qu'il ferait un mandat, et à la fin de ce mandat, il a voulu partir. C'est nous, ces partisans, qui l'avons forcé à accepter un second mandat pour ne pas arrêter le cours de tout ce qui se faisait. Et aujourd'hui, nous avons raison. Ça n'a pas été facile, mais finalement, il nous a écoutés pour dire, je fais encore le second et dernier mandat constitutionnel. Donc, il a dit, et c'est clair. Il est en train de dire, en 2026, mais il lui-même le répète à chaque occasion pour dire, c'est fini. Lui-même dit, c'est fini. Second mandat est mon dernier mandat. Il a dit, il a dit, la nuance entre de deuxième et le second et le deuxième, il a dit... une nuance que beaucoup n'ont pas comprise. Le second et non le deuxième. Si on dit le deuxième, ça veut dire ça peut continuer, mais le second et le dernier. Il a dit à maintes reprises. Et pourquoi vous ne voulez pas le croire? Bon, on dira qu'il a dit le premier mandat ou le seul mandat, mandat unique. Oui, il n'a pas fait. Pas constitutionnalisé. Ce qu'il avait dit, ce n'était pas dans une constitution. Mais quand on a fait réviser la Constitution et ça a été mis noir sur blanc dans la Constitution, désormais, ça lie tout le monde. Et lui-même, il le dit, mon second et dernier mandat. Et partout, il le dit. Et nous qui sommes proches de lui, savons que c'est fini, que c'est fini et qu'il tiendra parole. Il faut le croire. Et je pense que celui qui va le succéder sortira du rang, donc, du plus grand parti politique du Bénin, l'Union progressiste. Il prêche pour sa paroisse. Vous avez intérêt déjà, si vous n'avez pas votre carte de membre UP, à commencer à le faire très tôt. Il est en train de nous manager déjà. Donc, un mot, Talon partira en 2026. Il partira, je vous en suis sûr. Au regard des tests actuels de notre loi fondamentale, second et dernier mandat. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait un certain relâchement de ce développement? Effectivement, au regard de tout ce qui se fait sous sa gouvernance, les gens se posent la question, mais après lui, qui pourra prendre la main et continuer sur la même lancée? Donc, je suis sûr que le système Talon continuera. Comme lui-même l'a dit, nous allons baliser le terrain, mettre les choses à l'endroit
au point où même si le diable venait à nous succéder, qu'il ne puisse pas faire autrement. Donc le cap est tracé, le cadre est tracé, les balises sont là, et personne, fût-il le diable, qui succédera à talon, ne pourra faire autrement que de conduire le Bénin sur la route qui est tracée, la route du développement, la route de la révélation du Bénin, des Béninois à eux-mêmes et à l'extérieur, du Bénin à l'extérieur, comme ça se fait. Vous voyez, tous les pays sont en train d'acclamer, d'applaudir le Bénin. Nous sommes pratiquement à la fin de... Oui, l'honorable peut quand même nous dire un mot par rapport à toute la crise économique, avant de dire son dernier mot justement. Oui, la crise économique, vous avez fait le tour et c'est sûr que vous étiez de la délégation du Parlement, la délégation gouvernementale, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir dire aux populations pourquoi les denrées de première nécessité sont si chères dans les marchés. De l'huile qu'on prenait à 600 francs le litre est passée à 1200, après 1500. Difficile aujourd'hui de préparer le panier de la ménagère Soufre. Je sais de quoi je parle pour fréquenter tout le temps les marchés. Et donc, franchement, vous avez fait le tour. Le gouvernement a essayé quand même, selon les réformes qui ont été faites, de faciliter un peu. Mais, franchement, sur le terrain, ça laisse à désirer. Ouais, ça ne va pas. Merci beaucoup. Oui, la vie est dure, très dure. Bon, mais ça ne se ressent pas sur vous quand vous regardez. Ça, c'est un compliment que je prends bien. Bon, merci. Bon, c'était pour rigoler un peu. Mais oui, je pense que effectivement, la vie est devenue chère et très chère pour les Béninois. Et qu'on connaît les causes. Le gouvernement a fait une tournée pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette crise, qui ne sont pas autre chose que la crise de la sanitaire de la Covid, qui a paralysé l'économie mondiale. Et ensuite a été aggravée par la guerre en Ukraine. Vous savez que ces deux pays, à eux deux, concentrent donc près de 70% de la production mondiale de céréales et de certaines denrées. Et cela a un impact sur le blé et tout, le corollaire avec la guerre qui a bloqué donc plusieurs chaînes de distribution de gasoil et autres. Cela se renchérit sur les coûts de transport, hein, ce qui se répercute forcément sur le coût de revient de tout ce que nous importons. Il faut dire que l'inflation que nous vivons est une inflation importée. Voilà. Et sur les produits vivriers, nous sommes victimes de nos succès. Parce que le Bénin a eu des booms en matière de production vivrière. Donc les pays qui nous entourent, voyant qu'au Bénin, il y en a, font tout pour venir s'approvisionner au Bénin. Cela entraîne le renchérissement des coûts. Donc voilà ce que nous subissons. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que si le gouvernement n'avait pas pris un certain nombre de mesures pour contrer un peu cette flambée des prix, pour surseoir à la perception de certaines taxes sur les importations, notamment la TVA, sur le riz, l'huile végétale, si le gouvernement n'avait pas pris des mesures pour subventionner, faire des dépenses fiscales sur certains matériaux, le ciment et le fer et autres, à quel niveau en serions-nous? Ça aurait été très grave et trop difficile pour nous, pénible. Mais à cause de ces mesures, au moins on amortit le choc. Malgré qu'on continue de le sentir, mais on doit remercier le gouvernement pour cela, sinon ça aurait été plus criard, on ne sait à quel niveau on se trouverait. Donc nous disons merci au gouvernement pour avoir pris ces mesures, mais la crise, comme on l'a dit, nous devons souhaiter la fin de la guerre en Ukraine. C'est pour ça que le Bénin se positionne pour dire nous ne voulons pas la guerre. Il faut, quel que soit le sujet, entre ces deux pays, il faut qu'ils ramènent la balle à terre, qu'on arrête la guerre. Quand on aura arrêté la guerre, je pense qu'on sortait à peine des effets de Covid quand la guerre est arrivée. Quand on aura fini la guerre, je pense que progressivement, on retrouvera la trajectoire de la sérénité. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, sur le 4e numéro de l'émission Le Tour du Monde. Votre conclusion, honorable Noji? Ma conclusion, c'est de vous dire merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer
par votre canal et aussi dire à tous Béninois, à tous les Béninois que nous avons des raisons d'être de plus en plus fiers de l'état où nous sommes aujourd'hui et espérer que cela continue sur la même lancée. Je vous remercie. Merci à vous, honorable Gérard Gbenochi, pour avoir répondu présent et avoir répondu à toutes nos questions, sans exception. C'était un plaisir pour moi d'avoir animé cette émission avec Shamsdine Badarou. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention, je l'espère bien. Et à très vite pour un nouveau numéro de votre émission, Le Tour du Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto Novo, Pau-Bel-Agar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.